c'est un peu ambitieux d'apporter des choses dans le mouvement même de ce qui se passait, mais en l'occurrence, il y avait, pendant la période la plus intense avant les élections, des blogs qui étaient extrêmement importants. Et par exemple, une des personnes qui a écrit sur la révolution tunisienne immédiatement, qui est un psychanalyste qui s'appelle Fethi Benslama, tenait un blog et à plusieurs reprises m'a dit mais donne-moi des choses sur ce qui se passe sur les enjeux religieux dans la période révolutionnaire, ça vaut le coup de les mettre en débat, il y a des choses qui se passent. Et donc on était dans une logique un peu de course, et cette course s'est malheureusement apaisée, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas nécessité d'injecter des choses dans les débats politiques, sachant que dans cette période difficile de la révolution tunisienne, se pose la question de l'unité ou pas des différents mouvements de gauche qui ne sont pas d'accord avec l'orientation qui est prise aujourd'hui. Donc il y a des enjeux qui posent la question de qu'est-ce que c'est que faire de l'histoire quand elle n'est pas un objet patrimonial et qu'elle prétend se reconstituer comme laboratoire politique et donc retrouver ce qui a été abandonné, en tout cas pour l'objet Révolution française depuis longtemps, mais malheureusement pas seulement pour lui, ce que finalement Sartre appelait la critique de la raison dialectique et finalement la question de ce qu'on pourrait appeler une histoire chaude, c'est-à-dire une histoire qu'on analyse pour faire en sorte que les contradictions soient élaborées et qu'elles puissent se résoudre face à ce que François Furet a fini par appeler un objet froid et qu'il avait tiré du débat justement qui avait eu lieu entre Sartre et Lévi-Strauss sur histoire chaude, histoire froide. Et donc il s'agit effectivement de considérer qu'il y a la possibilité de faire de l'histoire chaude. Et il se trouve que cette histoire chaude, je pense, ne peut pas se faire sans tenir compte de cette raison sensible. Alors, cette raison sensible sur la question de la bascule subjective, c'est bien sûr la question qui a été posée par le premier orateur, à savoir, est-ce que la position attentiste, donc on attend la révolution, elle va arriver de manière un peu magique ou messianique, et à ce moment-là, eh bien, il faudra être dans cet horizon égalitaire d'un mouvement collectif, ou est-ce que la question n'est pas celle de l'attente, mais celle effectivement d'une élaboration qui serait préalable? Je pense que les deux questions, à mon sens, sont fausses, et qu'on ne peut ni décider du moment où arrive un événement, qu'il soit révolutionnaire ou pas, ni vraiment le préparer, mais qu'il se prépare. Voilà, il se prépare, ça veut dire qu'on n'a pas la maîtrise de sa préparation. Il se trouve qu'une série d'événements préalables produisent ce qu'on pourrait appeler une entame éducative, si on veut reprendre les mêmes termes, pour pouvoir amorcer le débat. Une entame éducative ou une entame justement subjective, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'expériences se déposent chez des individus, chez des groupes, chez des gens qui prennent l'habitude d'avoir certaines pratiques, une certaine contre-culture peut-être. Cette contre-culture, elle peut être en même temps tout à fait hégémonique, elle peut devenir hégémonique, donc elle n'est plus vraiment contre-culture. Et si on prend la question des Lumières à la veille de la Révolution française, on connaît tous l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on connaît moins la Panckouke qui a été diffusée dans des milieux qui étaient beaucoup plus, non pas populaires, mais moins aisés que ceux de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et donc il y a bien effectivement une effervescence préalable. Mais je pense que c'est surtout les événements vécus qui produisent la possibilité de réouvrir quelque chose. Autrement dit, si on parle de bascule subjective, ça veut dire qu'à un moment donné, il va pouvoir y avoir une coalescence entre des positions subjectives individuelles et la production d'un sujet collectif subjectif qui est totalement aléatoire, c'est-à-dire qui peut tout aussi bien ne pas être. Et je crois que c'est extrêmement important, quand on étudie aussi bien la Révolution française que les révolutions actuelles, de restituer la part d'aléatoire, d'incertitude, d'impossible et de nécessité du coup de ce que Quinet appelait la foi en l'impossible. Autrement dit, quelque chose qui n'est pas vraiment du côté de la raison, je dirais, que nous partageons ici en ce moment, qui nous paraît une raison très rationnelle, très du côté d'une conviction rationnelle. Alors, il y a effectivement peu de temps, je voulais revenir sur juste quelques points, puisque l'objet est immense, bien sûr, mais le premier point, c'est la question du courage. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une position courageuse qui permette effectivement qu'il y ait un événement? Si on pose la question différemment, dans un pays comme la Tunisie, réputé tenu par la peur et la répression, où trouver le courage de fabriquer l'événement du 14 janvier, par exemple, mais aussi un peu en amont?
On a beaucoup insisté sur les conditions socio-démographiques et il me semble que, sans doute, qu'elles participent. Il y a des contre-exemples, il y a des endroits où il y a eu des révolutions, elles n'étaient pas réunies, mais souvent elles sont réunies. Admettons que ça joue un rôle important en particulier sur toute la question éducative. J'espère que j'aurai le temps d'y revenir. Mais il me semble que ce n'est pas le point fondamental et que si on observe le laboratoire tunisien, eh bien, on est surpris, ou pas d'ailleurs, mais l'événement il prend place sur quelque chose qui est finalement improbable, qui est cette fameuse immolation de Bouazizi. L'immolation de Bouazizi, il s'agit d'un individu qui, pour des raisons qui lui sont propres, a fait ce choix, c'est-à-dire qui a préféré donner du sens à sa mort plutôt que de maintenir l'indignité de ce qu'il percevait comme tel de sa vie. Et il me semble que là, il y a quelque chose qu'on peut appeler vraiment une bascule subjective, là proprement individuelle, qui est le passage de l'épargne de la mort au profit de la belle journée de la vie, fût-elle non belle, à la possibilité de risquer sa vie pour donner du sens à la fois à sa vie et à sa mort. Et donc il y a bien quelque chose qui se joue dans cette bascule-là. Et en l'occurrence, quand ça se joue d'une manière récurrente dans l'histoire, eh bien c'est souvent autour du sentiment de la dignité humaine et la nécessité pour racheter cette dignité humaine de faire sens pour réaffirmer l'appartenance à la même espèce, à la même humanité. Donc le fameux Bouazizi devient une sorte de héros calciné, dans les termes de Fethi Ben Slama, et il s'agit de saisir comment cet individu peut avoir fait ce choix, et surtout, ce qui me paraît plus important encore, c'est comment ce choix individuel peut produire ce qu'on pourrait appeler une aimantation, c'est-à-dire le fait que des individus puissent s'agréger ou considérer que ce qu'il a fait est suffisamment exemplaire pour racheter un sens collectif au fait d'être tunisien, plutôt que d'être simplement spectateur d'un épiphénomène. Parce qu'après tout, ça peut aussi être le cas. Il y a eu des immolations, pas avant, mais après en Algérie, qui n'ont pas produit la même alimentation, et les conditions de possibilité n'étaient donc pas les mêmes sur le plan, sans doute, sociodémographique, etc., mais surtout sur le plan subjectif. Le fameux Bouazizi est un vendeur ambulant. Il est réprimé par la police. On dit qu'il est réprimé en plus par une femme policière. Il se trouve qu'il semblerait que pour sa dignité d'homme, on revient au panel précédent, il y a une perte qui est redoublée. Et il est d'autant plus désespéré que c'est quelqu'un qui est particulièrement bien formé. On retrouve les conditions sociales d'éducation. En Tunisie, les gens sont bien formés. Et il y a eu énormément de gens qui se sont agrégés dans ce sujet collectif révolutionnaire, qui en fait sont des gens extrêmement formés qui étaient au chômage. Que ce soit des gens formés dans le domaine de la santé, des kinésithérapeutes, des ingénieurs dans le domaine de l'industrie, que ce soit même des gens qui essayer d'être prof, comme certains d'entre nous essayent aussi, hein, quand ils sont étudiants, postdoctorants, et donc des conditions de blocage de la société, enfin, de blocage qui fait qu'il y a un sentiment aussi d'indignité avec des gens à qui on demande de transformer leur CV, de ne pas dire qu'ils ont fait des études, de ne pas, de se transformer et de tricher. Bon, cette immolation, elle est bien sûr improbable dans un contexte comme la Tunisie, parce que le suicide n'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de réprouvé dans l'islam, donc il n'y a pas du tout d'évidence à ce geste. Mais ce geste a lui-même une histoire, que ce soit les bonzes au Vietnam, que ce soit d'autres personnalités politiques qui ont fait ce choix. Et donc ça a laissé des traces sur le sens que ça peut prendre, autrement que comme un simple geste désespéré. Et donc il y a une hésitation en ce qui concerne ce personnage entre le héros et le martyr. Et cette hésitation qui existe, qui est importante, qui s'est redoublée après, hein, puisqu'on connaît la suite de l'histoire maintenant, les gens ont remis en question l'histoire de Bouazizi après, hein, au mois de mars, c'était le dernier des derniers parce qu'il avait triché sur son identité, sur ce qui s'était passé, en fait c'était pas vraiment une femme, il y a eu énormément de rumeurs et de doutes sur le récit. Mais au moment où l'immolation a eu lieu, où il est à l'hôpital comme un être plein de bandes-là, enfin un mort-vivant, voilà, c'est un mort-vivant, c'est un quasi-fantôme, le tyran, vécu comme tel, Ben Ali, va à son chevet et essaye de fabriquer justement une espèce d'adhésion autour de sa personne
en affirmant son inquiétude à l'égard de ce personnage. Et en fait, c'est là que l'aimantation se met en place de manière radicale. En tout cas, si on observe ce qui se passe, je n'aurai pas le temps de le décrire, mais c'est pas grave, vous allez me croire sur parole, dans les fameux réseaux sociaux et les commentaires, parce que c'est vécu comme quelque chose de particulièrement ignoble, que ce personnage de Ben Ali vienne au chevet et joue sur des affects privés et publics pour racheter sa position. Donc ça fait scandale et ça fabrique la possibilité imaginaire de défendre à la fois la mémoire de Bouazizi, la dignité tunisienne, contre ce pouvoir tyrannique qui va jusqu'à tricher avec les affects les plus élémentaires entre la vie et la mort et le sens donné à cette mort. Fethi Benslama, quand il évoque cette question, parle d'un angle mort qui est fabriqué lui-même par le caractère suicidaire, dit-il, mortifère de l'exercice de la tyrannie. Autrement dit, il y a des configurations subjectives qui sont multiples et que ce n'est pas nécessairement sur la partie limpide auto-instituée, fût-elle à la manière de Castoriadis, l'institution d'un autre pouvoir, d'une alter-subjectivation, mais de l'endroit où on ne s'y attend pas. Et de ce point de vue-là, peut-être que c'est décourageant. Peut-être que c'est décourageant. Mais c'est de nos angles morts que quelque chose peut surgir. Que là où on est lucide et limpide, dans une certaine mesure, il ne se passe plus grand-chose. Et que la question, c'est de savoir quelles compétences on va avoir à prendre en charge ce qui surgit de l'angle mort. Et là, il y a aussi quelque chose qui a à voir avec cette bascule subjective, qui n'est pas subjective au sens de la rationalité, mais qui est subjective au sens de nécessité, qu'on pourrait dire inconsciente, sur le sens qu'on souhaite donner à un moment donné à sa vie. Il se trouve qu'en Tunisie, il y a bien sûr des tas de choses importantes en termes de cadre d'alter-subjectivation, que ce soit dans les mouvements pour les droits de l'homme, que ce soit le mouvement des femmes, que ce soit les mouvements radicalisé de l'UGTT, du syndicalisme, qui était en opposition avec le syndicalisme féodalisé dans le système de Ben Ali. Et donc il y a bien des tas de choses qui se passent autour, mais ces tas de choses ne suffisent pas, mais elles produisent des effets de stratification d'expérience qui peuvent se coaliser, qui peuvent faire coalescence, si vous voulez, ou constellation, au moment de l'identification avec ce personnage. Et là, on est obligé, je pense, de faire appel à ce qu'on appelle quand même l'inconscient. C'est pas de l'inconscient collectif, c'est pas l'idée qu'il y a un inconscient collectif qui travaillerait la société par en dessous et à ce moment donné il serait mûr et voilà. Non, c'est l'inconscient de chacun en tant qu'une figure peut produire une position identificatrice, fût-elle d'ailleurs une figure fallacieuse, parce que les Tunisiens vont déclarer que cette figure de Bouazizi a été finalement une figure fallacieuse. Mais autour de cette figure fallacieuse, ce qui est en jeu, c'est la dignité du nom tunisien. Voilà. Parce qu'en l'occurrence, il y a le sentiment que l'image de la Tunisie dans l'ensemble du monde est l'image d'un pays qui est bafoué par une tyrannie, où on ne respecte aucun des droits humains, où le peuple est totalement assujetti. Et donc il y a un sentiment d'indignité qui est assez fort et qui fermente comme possibilité, malgré tout, de se révolter. Très bien. Je m'en tiendrai à la question du courage, le reste on verra peut-être dans la discussion. Ce qu'il faut, à mon sens, saisir, c'est que ce qui se joue, c'est la possibilité de restituer la sacralité de la vie digne. Et certes, il y a eu toutes sortes de choses, comme j'ai dit avant, mais ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'il y a la possibilité, autour de ce processus d'identification, de fabriquer du lien qui n'existait pas auparavant et qui est un lien rare, qui a été qualifié dans la sociologie de lien intergenre, interclasse, intergénérationnel. En fait, si on est du côté de la sociologie politique, ce que Daubry appelle la sociologie de crise, c'est-à-dire le fait qu'on a une désectorialisation de la société qui a réussi à ce moment-là, non pas à être en fusion, mais à être en lien d'une manière très forte, ce qui est assez éphémère et également aléatoire. Donc éphémère, mais qui produit l'événement révolutionnaire en tant que tel, et la possibilité d'avoir le courage de risquer sa vie. Ils n'en ont pas une conscience immédiate, mais ils ont la conscience de la nécessité de se déplacer. Je vous donne de mémoire, sinon je perds trop de temps, mais il y a une jeune femme avec son fiancé qui raconte voilà, moi j'ai jamais manifesté, mais là c'était trop, et je suis fière d'être dans cette manifestation et de pouvoir défendre la mémoire de Bouazizi. Je suis kiné au chômage, mon compagnon est ingénieur au chômage,
et nous considérons que nous sommes en train de prendre notre Bastille. Bon, j'évoque la Bastille parce que je vous ai quand même parlé un peu de la Révolution française, j'aurais pas le temps d'en parler beaucoup. Mais ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est que c'est des gens qui effectivement n'étaient pas entrés en politique, n'avaient pas cette alter-subjectivation, mais étaient au cœur du système éducatif de Bourguiba, de Ben Ali, et qui du coup étaient dans la déception quand même aussi de ce que peut donner à espérer ce système éducatif. On a toute une série de gens qui ne s'attendaient pas à être réprimés, et qui avaient entendu Ben Ali dire « maintenant vous avez le droit à l'ouverture de l'espace public, vous avez la parole », qui avaient pris la parole, qui avaient manifesté et qui se sont fait réprimer violemment. Et pour autant qu'ils ne s'arrêtent pas de manifester et qui maintiennent le courage. Et donc voilà ce que c'est qu'une bascule subjective, c'est de maintenir le courage, c'est-à-dire la possibilité de faire Casbah 1, puis on aura Casbah 2, Casbah 3, et la possibilité de continuer à risquer sa vie. Continuer à risquer sa vie pour un idéal qui déborde bien sûr l'objet identificateur qui était le héros calciné, mais ce héros calciné qui n'est pas un héros positif, qui est un héros négatif quand même, produit quand même ce qu'on pourrait appeler un mouvement collectif égalitaire. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a quelque chose qui se joue sur la nécessité de ne pas hiérarchiser, de ne pas être dans cette verticalité. C'est-à-dire que sur la bascule inconsciente de chacun, il y a cette verticalité qui est absolument nécessaire pour faire coalescence. C'est à la fois vertical et horizontal. Je ne reprends pas le développement freudien, parce que tout le monde le connaît plus ou moins. Mais c'est l'horizontalité qui va l'emporter, parce que justement le héros peut être déjanté assez rapidement. C'est-à-dire qu'au mois de mars, quand on commence à dire « c'est pas un vrai héros, c'est pas un vrai martyr, finalement on a été roulé, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il y ait eu le mouvement », il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour retrouver cette question d'une bascule égalitaire. Du côté de la Révolution française, et ça sera les 2 dernières minutes, cette question du courage, elle s'est posée dans un monde qui est un peu différent. Parce qu'elle s'est posée en fait au moment des États généraux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de choses pré-révolutionnaires, mais je ne peux pas développer tout ce qui se passe avant. Mais au moment de la réunion des États généraux, ça pouvait être immédiatement plié, comme on dit. C'est-à-dire ça pouvait être plié parce que les règles du jeu n'étaient pas suffisamment fixées en faveur d'un mouvement révolutionnaire, c'est-à-dire que le vote par tête n'était pas acquis. On avait obtenu le doublement du tiers, mais pas le vote par tête. Or, la grande capacité du tiers-État au moment des États généraux, c'est d'assumer de subvertir, c'est un mot que vous n'avez pas employé, mais il me semble que c'est le mot important, c'est le fait de pouvoir subvertir l'institution telle qu'elle existe, non pas s'y opposer d'une manière radicale, mais la subvertir en réclamant cette fameuse, comment dire, le mot m'échappe, le fait de vérifier les pouvoirs en commun. Voilà. Donc de ne pas s'instituer par ordre, mais de maintenir l'idée qu'on va pouvoir être en commun. Et donc ce mot de commun à voir avec la coalescence intergenre, interclasse, etc. On n'est pas encore intergenre, mais un peu quand même, parce que tous ces députés qui ont un courage assez manifeste, en fait, sont attendus à la sortie des séances et sont applaudis par les commettants, par les gens qui ont élu les gens aux États généraux. Donc il y a quelque chose qui se joue quand même entre les représentants et les représentés d'une manière forte. Et ce qui me paraît extrêmement intéressant et qui a été pour le coup étudié pas simplement par les historiens, mais justement par Sartre, dont je vous parlais au début de cette communication, c'est que la puissance politique va se jouer dans l'attente et la capacité autour de cette attente de produire cette fameuse bascule subjective. Il se trouve que cette bascule subjective, elle a aussi à voir avec la dignité et l'indignité, et avec la question de l'espèce humaine, en 1789, parce que la noblesse considère toujours qu'elle appartient à une autre race, et qu'elle appartient à une catégorie qui est la race des vainqueurs. Ce n'est pas quelque chose qui naît au XXe siècle avec le nazisme, la race des vainqueurs. Donc ça naît à ce moment-là, et c'est parce que la morgue aristocratique de cette race de vainqueurs est extrême, qu'il y a la possibilité, en réaction à l'indignité qui est renvoyée au tiers-État, d'unir le tiers-État, qui n'arrive pas uni comme un seul homme, aux États généraux. Et donc là aussi, c'est une bascule subjective, c'est la manière dont chaque individu, quand il rentre chez lui, ressent la frustration d'avoir été maltraité alors qu'il est très bien éduqué, alors qu'il est très savant, alors qu'il a déjà une certaine expérience. Il rentre chez lui, il est un peu désespéré et il écrit à sa femme en disant « là là, ça tourne mal, j'ai l'impression qu'on ne va rien obtenir ». Et puis il arrive à l'Assemblée et il ressent ce qu'on ressent dans une foule, dans une manifestation, c'est-à-dire un courage neuf de pouvoir demander l'impossible, à savoir une transformation radicale des institutions de l'Ancien Régime. Ce courage neuf,
je crois que ce qui est intéressant dans les deux cas, le cas tunisien du 14 janvier 2011 ou le cas de mai-juin 1789, c'est qu'il a à voir avec l'individu en tant qu'il a une espèce de conscience de sa dignité et de son indignité, et ça c'est pas donné tout le temps, et il a à voir avec la possibilité de sentir, de ressentir que le courage ne se tient que collectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être courageux tout seul dans son coin, ça s'appelle être suicidaire. Et donc la question, c'est de trouver les modalités institutionnelles qui permettent d'avoir le courage pour subvertir l'institution. C'est ça la bascule, je crois, subjective. Bien, merci. Le temps aussi.